Bonjour et merci d'avoir choisi la location de ce magnifique camping-car. Afin que vous puissiez passer un séjour en toute sérénité, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le camping-car dans ses moindres détails et ainsi de vous mettre en garde envers la fragilité de celui-ci. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un camping-car coûte énormément d'argent. Les constructeurs vont utiliser des matériaux légers afin de garantir un poids à 3,5 tonnes et donc qui dit matériaux légers va dire des produits très fragiles mais aussi très coûteux. Pour vous donner quelques exemples, ces stores plissés coûtent environ 400 € et je ne parle pas de la main d'œuvre à payer pour pouvoir les faire installer. Je vais donc vous passer les détails concernant les tarifs des porte-placards, des menuiseries diverses qui sont obligatoirement sur mesure puisque le véhicule n'est plus en production actuellement. Vous l'aurez compris, un camping-car c'est fragile et si j'insiste sur ce point, c'est que beaucoup trop de personnes n'en ont pas conscience. Ce point étant fait, nous allons voir ensemble tout l'ensemble du camping-car, les points les plus importants, afin que vous puissiez passer plus de temps à aller vous promener, plutôt qu'à réfléchir à un problème qui n'en est pas un. Vous trouverez à disposition dans le camping-car un petit carton mentionnant les dimensions du véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, il faudra avoir une attention très particulière sur la hauteur, ce qui est un des problèmes les majeurs dans les camping-cars. Donc faire très attention quand vous allez passer sous un pont, quand vous allez passer au niveau d'une barre de hauteur, quand vous allez passer au niveau des péages, afin qu'il n'y ait aucun problème et de ne pas accrocher. C'est quelque chose que la plupart du temps les conducteurs novices ne pensent pas. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Petit point concernant les péages d'autoroute. Ce véhicule est en classe 2. Donc comme c'est stipulé sur ce document que vous voyez, tout ce qui est parabole et lanterneaux et autres ustensiles qui sont sur le véhicule ne sont pas comptabilisés dans la hauteur de ce véhicule. Donc le véhicule fait moins de 3 mètres sans tous les accessoires. Donc il passera en classe 2. Alors quand vous arrivez à l'autoroute et que vous voyez que vous passez en classe 3, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton et demander à passer en classe 2. Donc quoi qu'il arrive, si la personne ne veut pas vous passer en classe 2, vous insistez, vous ne partez pas, puisque ce véhicule est un classe 2. Nous avons un véhicule ici très large. Il faudra donc faire attention aux panneaux routiers qui indiquent souvent des largeurs maximales à respecter afin de ne pas rester coincé dans une rue. La grande longueur de ce véhicule pose souvent problème pour se stationner. Il faudra donc faire attention que votre véhicule ne dépasse pas de vos emplacements et vous aurez la possibilité de vous garer le plus souvent en marche arrière, ce qui vous permettra de gagner cette distance-là au niveau du porte-à-faux afin que le véhicule devant ne dépasse pas trop sur la route. Donc, en vous garant en marche arrière, il faudra donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas de trottoir afin de ne pas buter au niveau du camping-car et surtout en dessous puisqu'il y a les manettes pour pouvoir vidanger le camping-car et ça serait dommage de le casser avec un petit trottoir. Alors juste avant je parlais du porte-à-faux. Qu'est-ce que vraiment le porte-à-faux? La plupart du temps les conducteurs de voitures n'y prêtent pas du tout attention et pourtant sur un camping-car c'est un élément très très important. Le porte-à-faux, c'est la distance entre la roue et l'arrière du véhicule. Donc, quand vous allez tourner, en fait, toute la partie arrière du véhicule va faire un arc de cercle. Et donc, si on n'y fait pas attention et qu'on fait des manœuvres, on va faire un arc de cercle et on risque de taper dans un arbre, un trottoir ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose où il faut faire très très attention. C'est le porte-à-faux, ainsi que la hauteur du camping-car, toujours faire attention à ça. Concernant le poids de ce véhicule, vous allez conduire un véhicule de 3,5 tonnes, donc pas besoin d'un permis spécifique, un permis B suffit. Cependant, comme je vous l'ai dit au début, les matériaux des camping-cars utilisés sont le plus léger possible afin d'avoir une charge utile la plus grande possible. Par contre, ils sont quand même limités, et ce qui va vous limiter avec votre charge utile. Donc, c'est pas la peine d'emmener votre maison avec vous dans le camping-car, vous n'allez pas pouvoir tout charger. Donc, essayez d'emmener un minimum, le nécessaire, pour pouvoir respecter cette charge utile. Avant de partir, l'idéal c'est de vidanger le véhicule au niveau des eaux usées
et d'avoir un minimum d'eau propre dans le véhicule afin de limiter la charge maximum. Sachez aussi que si vous avez un permis poids lourd, ça ne sert à rien de charger le véhicule à plus de 3,5 tonnes. Le véhicule n'a pas le droit de rouler avec plus de 3,5 tonnes. Donc peu importe le permis que vous ayez, ça ne vous autorise pas à rouler avec le véhicule s'il fait plus de 3,5 tonnes. Sachez que le permis B vous autorisera à tracter une remorque de moins de 750 kg, quoi qu'il arrive. Si vous voulez tracter une remorque de plus de 750 kg, il vous faudra obligatoirement le permis remorque. Pour ceux qui auraient la mention B96, sachez qu'elle est complètement inutile avec ce camping-car. Le camping-car a une charge de 3,5 tonnes. Avec une remorque de plus de 750 kg, ça vous amènera à 4 tonnes 250. 4 tonnes 250, la limite de la mention B96. Et comme on a le droit de tracter une remorque de moins de 750 kg avec un véhicule de catégorie de permis B, le B96 est complètement inutile sur ce véhicule. Nous allons maintenant aborder un sujet la moins amusante dans la partie de vie en camping-car. Lorsque l'on débute en camping-car, on a souvent une sensation d'être jugé la plupart du temps sur ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire vider la caissette du camping-car. Alors qu'en fin de compte, si on respecte des règles simples, il n'y a aucune raison d'être jugé. Donc ne vous inquiétez pas, c'est simple, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais il faut le faire. Donc nous allons commencer par ouvrir la partie caissette du camping-car, celle-ci, avec la clé. Voilà, et donc on accède maintenant à la partie de la cassette. Donc pour une question d'hygiène, on va mettre des gants. Sous la cassette ici, vous avez une petite trappe à tirer. Donc on soulève, on tire, on prend avec la poignée sur le dessus et on a la cassette. Quand vous êtes sur une aire de camping-car, faites bien attention. Il ne s'agit pas d'aller verser la cassette au niveau des grilles de vidange des eaux usées. La plupart du temps, c'est deux choses différentes, c'est séparé. Il va y avoir un endroit spécifique pour vidanger les cuvettes de toilette et une grille au sol, un endroit spécifique pour vidanger les eaux usées. Donc pour pouvoir vidanger correctement votre cassette de toilette, voici moi ce que je vous conseille de faire. Donc une fois que vous avez sorti la cassette, vous allez la prendre et vous allez bien la remuer afin d'essayer de liquéfier un maximum de choses à l'intérieur. Donc il va y avoir les papiers évidemment, et pour éviter d'avoir des grosses boules qui vont boucher au niveau de la sortie. Une fois que vous avez remué votre cassette, vous allez tourner ça comme ça. Donc vous prenez en fonction de votre main, vous allez incliner un petit peu la cassette pour éviter que ça coule. Vous allez enlever le bouchon. Vous faites bien attention en enlevant le bouchon, que le bouchon ne tombe pas dans la trappe. Ensuite, vous prenez bien en main la cassette et vous allez appuyer sur le bouton qui est ici. Ça va permettre de faire une dépression et pouvoir vidanger sans faire des glouglous et éclabousser partout. Ensuite, vous basculez et vous n'avez plus qu'à vidanger. Une fois que c'est vidangé, on va rincer la cassette. Sur les aires, généralement, il y a deux robinets. Il va y avoir un robinet pour les eaux propres et un robinet pour les eaux usées. Donc, utilisez toujours le robinet pour les eaux usées, enfin pour les caissettes, pour pouvoir la remplir. Donc, vous allez remplir la caissette et là, vous allez refaire exactement la même chose. Vous allez pouvoir resecouer la cassette et revidanger exactement de la même manière. Donc maintenant que la cassette elle est bien vidangée, une fois que vous avez fait à peu près 2-3 fois le rinçage, donc vous allez pouvoir la passer sous l'eau pour la rincer, l'égoutter un petit peu, la remettre dans le logement et aller jusqu'au clip. Voilà. Donc on s'assure bien que le clip il est mis. Il n'y a plus qu'à refermer et sans oublier surtout de verrouiller la trappe
pour éviter qu'on se fasse voler la cassette. Concernant la vidange des toilettes, il y a un point qui est très important, c'est interdit par la loi de vidanger les toilettes au niveau des caniveaux, dans la nature, sur les aires de Karcher. Il faut les vidanger uniquement dans les endroits spécifiques pour ça. Nous avons ici le bouchon de remplissage pour l'eau propre. Qui va s'ouvrir donc avec la même clé. Donc il faut mettre la clé dedans, tourner et ensuite tourner le bouchon. Voilà, donc surtout attention, ne jamais mettre de gasoil évidemment dans cette partie-là, parce que sinon tout le système d'eau sera complètement pourri par le gasoil. Donc refermer et bien clipper pour éviter que ça se balade au vent quand vous allez circuler. Afin de garantir la sécurité des locataires de ce camping-car, il va être très important de ne jamais remplir les cuves d'eau propre du camping-car avec de l'eau de pluie ou de l'eau non potable. Vous allez utiliser uniquement de l'eau venant d'un robinet potable qui sont souvent sur les aires de camping-car. Afin de pouvoir vidanger donc les eaux usées, vous avez deux solutions possibles. Soit vous allez ouvrir avec la trappe qui se trouve ici, la trappe soit vous avez cette petite télécommande là. Donc vous appuyez sur le bouton pour ouvrir la vanne et sur off pour la fermer. Donc une fois que vous avez vidangé le camping-car, assurez-vous toujours de refermer la vanne avant de partir pour éviter de continuer à vidanger sur la route. Donc exactement comme pour la cassette des toilettes, il est formellement interdit de vidanger dans la nature, dans les fossés, au niveau des caniveaux. Vous devrez toujours vidanger sur une aire de camping-car dédiée à cela. Donc ce véhicule est un véhicule diesel, donc pour faire le plein du gasoil, donc surtout dans cette partie-là au niveau de la porte conducteur pour faire le plein. N'allez jamais faire le plein dans le remplissage de l'eau propre. Donc pour accéder au bouchon de remplissage, on va donc ouvrir la porte. Et ici, vous allez avoir accès au bouchon de remplissage. En fait, il n'y a pas de bouchon, il suffit juste de mettre le pistolet dedans. Il n'y a pas de bouchon à enlever. Ensuite, au cas où s'il y a besoin, mais normalement on va se charger de faire le plein d'AD-Blue. Ce véhicule est équipé de l'AD-Blue. Donc dans la théorie, vous ne devriez pas avoir à en rajouter, mais en cas où si vous avez fait beaucoup de kilomètres et que l'AD-Blue se déclenche au niveau du compteur, c'est en dessous, au niveau du bouchon bleu. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir recharger en AD-Blue. Voilà. Nous allons accéder au niveau de la trappe des bouteilles de gaz. Donc ce véhicule est équipé de 2 bouteilles de gaz. Alors actuellement c'est 2 bouteilles de butane. Mais il faut savoir qu'en hiver, il faudra absolument avoir des bouteilles de propane. Donc le véhicule sera équipé en fonction des saisons. Là actuellement c'est 2 bouteilles de butane. Donc ne forcez pas sur la serrure. Il faut bien appuyer sur la porte, tourner la clé pour pouvoir l'ouvrir. Pour pouvoir mettre en service le système de gaz, on va donc ouvrir un tout petit peu la bouteille. On va appuyer sur le petit bouton vert ici et sur le petit bouton vert qui est ici sur le CQ-Motion. Donc c'est un véhicule qui est équipé du CQ-Motion, c'est-à-dire qu'on a le droit de rouler avec la bouteille de gaz ouverte. Donc pour refermer, on appuie bien et on tourne.
Si on n'appuie pas, on va forcer sur la clé et on risque de la casser. Je vais vous présenter la façon de déplier le store. Donc il y a la possibilité de déplier le store à deux ou tout seul. C'est quasiment la même chose, à la différence près que quand vous êtes tout seul, il va falloir faire extrêmement attention au niveau des pieds et de sortir le store plus doucement en plusieurs fois. Donc là je vais vous présenter la façon en étant tout seul. Donc on va prendre la manivelle pour sortir le store. Donc on va mettre ça dans le logement extrait. On va donner quelques coups, voilà. Donc on fait bien attention quand le store il bloque un petit peu, hein, ça peut arriver, comme là par exemple on voit qu'il sort que d'un côté mais pas de l'autre. On va donner quelques coups, voilà, pour que ça puisse se défaire. Donc je vais sortir un minimum le store de façon à ce que je puisse l'atteindre. Et qu'il y ait le moins de poids possible. Comme là on peut voir, il y a beaucoup de poids. Donc pour pouvoir prendre le pied, on va venir tirer à cet endroit là, juste pour le plier en fait, voilà. Le système ici qui va venir se prendre là, donc il va falloir le tirer, le plier pour pouvoir le sortir. Donc là, je vais redescendre un peu le pied et le mettre en appui, voilà, et on va faire la même chose avec le deuxième pied. Je vais resuivre au fur et à mesure la sortie en réajustant la hauteur des pieds. Et je sors au maximum le haut grand. Ensuite je vais prendre ce tube là, ce qui va servir à maintenir la toile tendue. Donc c'est sur un ressort. On va mettre la partie pointue vers le bas. Il faut qu'on se mette en face de ça. Donc la partie en bas, on va mettre dans la rigole ici du store. On va venir appuyer sur la barre. On la met dans la petite rigole ici. Et ensuite on va refermer un peu le store pour mettre un petit peu de tension sur la toile. Et ainsi la toile sera tendue. Ensuite, dernier point technique au niveau du store, on va ancrer le store avec une sangle. Voilà, donc je passe la boucle dans la sangle, le pied dans la boucle de la sangle, je l'emmène jusqu'en haut
Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre. Pour procéder au repliage, on détend la toile, on enlève la partie ressort, et là on va procéder de la même manière en suivant régulièrement et réaugmentant la hauteur du store pour éviter que tout le poids dès qu'on voit que les pieds décollent du sol, c'est qu'il faut remonter. Voilà, une fois que le store est presque en place, on remet les pieds. Donc là on le laisse, on va le pousser de façon à ce qu'il soit plié à cet endroit là. Une fois qu'il est mis en place là, on rappuie. Et voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer la méthode quand on est à deux. Donc la méthode à deux c'est tout simple et c'est plus facile évidemment. Une personne au milieu va tout simplement maintenir le store de façon à ce qu'il ne plie pas et qu'il ne penche pas. Voilà, donc juste pour vous faire voir, c'est si je ne maintiens pas, le store il va plier, donc c'est très dangereux. Donc surtout ne dépliez jamais le store. Sans lui faire un appui. Donc surtout, un point très important. Ne dépliez jamais le store quand il y a du vent. Si vous allez faire vos courses, si vous allez vous promener, ne laissez jamais un store déplié sans la présence de quelqu'un. Parce que c'est une très grande surface, et cette très grande surface, avec un tout petit peu de vent, ça peut tout embarquer. Et donc si ça embarque tout, ça casse toute la partie des supports ici, et donc tout est foutu. Donc surtout faites très attention à ça. Souvent en été, les gens partent et laissent leur store ouvert. Quand ils reviennent, ça coûte très cher. Voilà.
pour ouvrir au niveau de la soute, tout simplement on va mettre la clé, on va tourner un cran, ça va ouvrir. Donc je reverrouille, laissez pas les clés à l'intérieur évidemment. Voilà, une fois que les boutons sont verrouillés, on va tourner d'un tour pour pouvoir ouvrir la porte de soute. Voilà, je referme, j'appuie et c'est verrouillé. Donc afin d'économiser le gaz par rapport au frigo, on a la possibilité, et puis pour des soucis d'autonomie au niveau électricité, on a la possibilité donc de brancher le camping-car sur du 220. Donc on va utiliser une rallonge standard. Voilà, une rallonge standard. On va brancher la rallonge ici. Donc dans cette partie-là. Donc rien de sorcier, hein, il suffit juste de bien emmancher la prise. Et ensuite l'autre prise on va la relier. Alors suivant là où vous allez vous brancher, donc la majeure partie des aires de camping-car vont être avec des prises de ce type là. Soit vous branchez sur une prise de 120 standard, ou soit vous allez vous relier avec ce petit adaptateur là sur les bornes d'air de camping-car. Donc un point très important, ne branchez jamais votre camping-car lorsque le moteur tourne, même pour quelques secondes. Pensez toujours à débrancher le 220 quand vous allez faire tourner le moteur. Et bien refermer, bien clipser le capot, que ça s'envole pas. Donc le véhicule est équipé de quelques prises de 120 volts donc qui vont fonctionner uniquement quand le véhicule est branché au 220 volts. Donc les prises qui fonctionnent uniquement quand le camping-car est branché au réseau sont notées avec un petit autocollant dessus. Comme là on peut le voir, 220 volts. Il y en a un au-dessus de la cuisine. Et il y en a un aussi dans la chambre. Il y a aussi une prise dans la chambre au-dessus de la télé. Voilà. Toutes ces prises-là fonctionnent uniquement quand le véhicule est branché. Maintenant, il y a possibilité, quand vous n'êtes pas relié au 220, si vous avez besoin pour une petite utilisation d'un appareil électrique, mais vraiment un petit appareil, pas un gros consommateur, vous avez possibilité d'utiliser le 220. Donc l'appareil convertisseur, la commande du convertisseur se trouve ici. On va l'appuyer, on va mettre sur on, on va attendre que ça soit en power OK, et donc le convertisseur ne fonctionne, donc là je vais l'éteindre. Le convertisseur fonctionne uniquement sur la prise qui se trouve sous la cuisine. En cas de souci électrique, donc plus de 12 volts ou 220 pour que c'est disjoncté ou autre chose, donc vous trouverez ici dans cette partie là toute la partie électrique. Donc ici on a tout le système, tout le système du 12 volts avec les fusibles, donc pompe à eau, frigo, etc. Il y a plusieurs fusibles qui peuvent être concernés. Et ici nous allons avoir donc le disjoncteur 220, c'est lorsqu'on branche le véhicule au 220. Donc c'est celui-ci qui pourrait éventuellement sauter s'il n'y a plus de courant et s'il n'est plus alimenté. Voilà. Donc avant de partir sur les routes, faites un dernier tour du camping-car toujours. Et surtout ne laissez jamais une baie ouverte. Toujours verrouiller la baie de l'intérieur, que ce soit donc les baies, toutes les baies et les lanterneaux.
on ferme tout avant de partir. Alors, on va parler du tableau de commande. Donc là, on va l'allumer. Voilà. Donc sur ce tableau de commande, vous pouvez commander donc le 12 volts, tout ce qui est 12 volts dans le véhicule, les prises 12 volts, tous les appareils qui fonctionnent en 12 volts dans le véhicule. Ici, on va alimenter la pompe à eau. Donc si on appuie dessus, là normalement on devrait l'entendre se déclencher. Voilà. Donc ça c'est pour mettre en route la pompe à eau. Ici vous avez le bouton pour allumer et éteindre l'éclairage extérieur. Donc voilà. Voilà, donc ce bouton là. Ici on va donc si on regarde bien le sigle, on voit une cabine de camping-car. Donc ça va être la tension, et donc c'est une batterie. C'est la tension de la batterie de la cellule du camping-car. C'est-à-dire que sur le véhicule, il y a deux batteries. Il y a la batterie de la cellule et la batterie du porteur, du camion. Donc là, ici, quand on appuie dessus, on va voir la jauge. Et là, on est à 100%. Je suis branché de toute façon en électrique. On voit le voyant là, ici, le petit voyant vert que je suis branché en électrique. Ensuite, je vais regarder la tension de la batterie du porteur. Donc là, ici, je suis presque à 100%. Ce petit bouton là, ici, va servir à voir le niveau de la cuve d'eau propre. Donc j'appuie dessus. Et là, je suis presque à 50% au niveau quantité d'eau propre dans le véhicule. Et là, ici, ce petit bouton là, c'est juste pour la luminosité du panneau. Voilà. Mais ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà pour ce qui est de la commande générale du camion. Ce véhicule est équipé d'une vanne de sécurité au niveau du système du circuit d'eau. Cette vanne de sécurité va s'ouvrir pour la sécurité et éviter le gel quand la température est inférieure à 3 degrés. Pour pouvoir la réenclencher, il faut attendre d'être à une température de 7 degrés pour pouvoir refermer le circuit d'eau. Donc ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, c'est quand on va allumer le circuit d'eau, le circuit d'eau, la pompe va se mettre à tourner. Et elle va continuer à tourner. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de la vanne de sécurité, qui là elle est déclenchée, donc ça coule sous le véhicule. Donc on va aller voir ça. Donc si ça se met à fuir sous le camping-car, ça peut être tout à fait normal, c'est pas grave, il faut juste faire attention et réenclencher la vanne de sécurité. Donc je vais vous faire voir comment on réenclenche la vanne de sécurité et pour pouvoir remettre en pression le circuit d'eau. Donc la vanne de sécurité, elle se trouve sous le lit droit à l'arrière du véhicule. Donc la vanne de sécurité se trouve ici. Donc ici devant, il y a un petit bouton, il suffit juste... Alors il faut vérifier que la petite manette qui est devant, qui est ici, là sur le dessus, voilà, là elle est ouverte. Là elle est fermée, donc dans le sens des tuyaux, voilà. Et donc on va tout simplement appuyer sur le petit bouton ici, et ça va fermer le circuit d'eau. Donc lorsqu'elle se déclenche par une basse température, elle va se déclencher d'ici. Si on veut vidanger tout le circuit d'eau, en fait, il suffit de tourner la molette. Et là, par contre, c'est la sécurité manuelle. Là, on va vidanger tout le circuit, la pression dans le véhicule. Voilà. Donc là, je vais remettre la vanne en sécurité. Donc là, elle est fermée. Et maintenant, on va purger tout le système du véhicule.
Donc là, on va purger le système d'eau. Donc il faut savoir que c'est quelque chose que théoriquement vous ne devriez pas avoir à faire, mais il se peut que la vanne se mette en sécurité si vous allez à la montagne par exemple où il fait froid, et donc c'est quelque chose que nous on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc il faut savoir pouvoir purger son système pour pouvoir le réutiliser. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais mettre le robinet sur la position mitigée. Donc là c'est normal, c'est parce que la pompe a été déclenchée, c'était en pression. Alors je vais allumer la pompe à eau. Voilà, et je vais attendre que tout le circuit se remplisse et qu'il n'y ait plus de bulles au niveau du circuit. Donc là en fait le chauffe-eau est en train de se remplir. Voilà, après 1 minute ou 2, le circuit d'eau coule parfaitement. Donc je vais éteindre. Là je vais prendre au niveau de la douche et je vais faire exactement la même chose au niveau de la douche. Je passe sur la position froide eau chaude. C'est correct, il n'y a pas de bulle. Et je fais exactement la même chose au niveau du robinet de la salle de bain. Voilà. Donc là, en fait, tout notre système, la pompe à eau s'arrête, tout notre système est correctement purgé. Donc là, normalement, on est censé pouvoir laisser la pompe à eau comme ça, sans y toucher. Alors il peut arriver qu'il y ait des petites fuites au niveau du circuit, au niveau des sécurités, etc. Donc ça peut arriver. C'est voilà, c'est des entretiens à faire, enfin c'est des entretiens, c'est des pièces à changer quand le véhicule commence à avoir de l'âge, mais on ne peut pas mettre des pièces neuves à chaque fois évidemment. Donc si vous entendez la pompe à eau qui se déclenche de temps en temps, c'est qu'il y a des petites fuites. Alors de temps en temps, c'est une fois toutes les 4-5 minutes. Hein. Si c'est la pompe à eau, elle se déclenche une fois toutes les heures, une fois toutes les 2 heures, c'est pas très grave, ça peut être normal. Alors par contre, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de toujours éteindre votre circuit d'eau quand vous en allez. Ça évite tout problème, une inondation ou quoi que ce soit, ou éventuellement que la soupape de sécurité se déclenche sans que vous soyez présent, et ce qui va se passer, c'est que tout votre réservoir d'eau propre va se vider. Donc si vous venez de faire le plein, ben, vous avez perdu tout votre plein. Donc ça serait dommage juste de ne pas avoir coupé la pompe à eau. Voilà, donc déclencher, moi je vous conseille de déclencher la pompe à eau, de la mettre en route uniquement quand vous en avez besoin, comme ça évite tout problème. Nous allons passer au chauffage. Donc pour le chauffage, c'est un chauffage au gaz. Donc bien évidemment, il va falloir ouvrir les bouteilles de gaz et actionner la sécurité des bouteilles de gaz. Donc avant toute chose, quand vous prenez pour la première fois le véhicule, assurez-vous que le circuit de gaz fonctionne bien. Donc on va tout simplement utiliser la table de cuisson pour vérifier que le gaz fonctionne bien. Donc je reste appuyé. Voilà, et donc là, comme on peut le voir, il y a bien du gaz qui arrive. Donc s'il y a du gaz qui arrive ici, ça veut dire que la sécurité de la bouteille de gaz est bien déclenchée, enfin qu'elle n'est pas déclenchée. Voilà. Nous allons vérifier ensuite que les boutons, les robinets de gaz sont bien tous dans le même sens, donc en position vers le bas. Donc ça veut dire que là, tous les boutons sont ouverts, donc le gaz est censé arriver sur tout le système. Donc on a ici le chauffe-eau et le chauffage, on a le gaz du frigo, le gaz de la gazinière et le gaz du four.
Donc on va mettre en route le chauffage. Donc pour mettre en route le chauffage, on va appuyer sur le bouton du milieu. Et là, avec la petite molette, on va venir choisir le sigle du camping-car avec un petit thermomètre. J'appuie sur la molette du milieu, là il est sur off. Et donc là, je vais régler la température que je souhaite. Donc là, il fait chaud en ce moment. Et on est à 30 degrés. Voilà. Et le chauffage est censé se déclencher. Donc là, on va aller sur le petit ventilo. Donc là, il fait chaud, donc le chauffage ne se déclenche pas malheureusement. Je ne peux pas vous faire voir. On va donc enclencher le petit vent. Allez, cliquer sur le ventilo. Et là, on va pouvoir mettre soit en mode éco, soit en mode high. Donc ça permet en fin de compte d'avoir une ventilation beaucoup plus puissante. Donc le système est équipé d'un mode gaz ou électrique, ou les deux. À savoir qu'en fonction électrique, la puissance elle est beaucoup plus faible que sur le gaz. Pour faire quelques économies de gaz, on peut passer en mode électrique évidemment. Donc pour ça, on va appuyer, on va aller sur le sigle avec une bouteille de gaz. On le sélectionne, là on est sélectionné, on est uniquement sur le gaz. Ensuite on va passer en mix 1. Donc mix 1 correspond à l'électricité, donc à 900 watts, plus le gaz. Lorsqu'on passe en mix 2, on passe à l'électricité, donc 1800 watts, plus le gaz. Ensuite on va passer en électricité 1, donc là c'est uniquement l'électricité, on est à 900 watts. En élec 2, on est à 1800 watts. Donc il suffit de sélectionner évidemment le mode en rappuyant dessus. Et là, on voit bien qu'on est passé en mode électrique. Donc je vais me remettre en mode gaz, comme par défaut. Voilà. Je coupe le gaz, le chauffage. Voilà. Donc je ne vais pas vous parler des autres options. Donc c'est des possibilités de programmation. Donc là, ça serait peut-être compliqué à expliquer. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre en route le chauffe-eau. Donc pour mettre en route le chauffe-eau, on va appuyer sur la petite molette du milieu. Et là, on va aller choisir le petit symbole avec de l'eau et un thermomètre. Donc une fois que je suis dessus, j'appuie. Là, on est sur off. Donc on va se mettre soit en mode économique, soit en mode hot, ou soit en mode boost. Donc chaque mode, il y en a un qui va chauffer pas très fort l'eau. Le mode hot va chauffer plus fort l'eau et le mode boost va chauffer encore plus rapidement le système d'eau. Donc une fois qu'on a choisi ça, on va appuyer au milieu et là le mode boost donc est déclenché. Vous devriez entendre dans quelques secondes le boiler, donc le chauffage, tout le système du chauffe-eau se trouve au même niveau que la vanne de sécurité. Donc elle se trouve ici. Donc là, on devrait entendre le chauffe-eau se déclencher. Donc normalement, elle va commencer par une partie ventilation, ça va ventiler. Et ensuite, on entendra bien un déclenchement de l'autre partie chauffage, donc au niveau des flammes. Là, le ventilo vient de se déclencher. Et là, l'allumage de la flamme vient de se faire. Donc on peut aller voir dehors pour que vous entendiez un peu mieux. Vous allez voir, on entend bien le chauffage la flamme qui chauffe.
Donc voilà, c'est ici, vous devriez avoir de la chaleur, donc la chaleur qui va sortir en dessous, hein, on sent bien que la chaleur elle sort en dessous. Donc ça, quand ça chauffe bien, c'est que le chauffe-eau il est bien en fonctionnement. Voilà. Donc maintenant on va éteindre le chauffe-eau, donc toujours pareil, on va appuyer pour retourner sur le mode du chauffe-eau, on appuie, on va sélectionner off. Voilà, et le chauffe-eau devrait s'éteindre. Voilà, il est éteint. Donc il faut savoir que ces chauffe-eau ont une contenance d'à peu près 10 litres, quelque chose comme ça. Donc évidemment, quand vous prenez une douche, vous n'êtes pas à la maison. Donc si vous prenez une douche comme à la maison, vous n'aurez jamais assez d'eau chaude. Donc il faut toujours minimiser déjà et d'une pour la consommation de l'eau. Et ensuite par rapport à l'eau chaude. Donc prendre 4 douches d'affilée quand vous êtes en famille, c'est assez compliqué, il faut prévoir un peu plus de temps. Donc normalement on peut prendre une douche, attendre un quart d'heure entre chaque douche pour pouvoir avoir de l'eau chaude. Il faut savoir aussi que quand le chauffe-eau n'est pas allumé, ça demande au moins 30 à 40 minutes avant qu'il y ait l'eau chaude et que l'eau chaude se fasse en fait. Donc ça demande un certain temps, donc le matin quand vous vous levez, hop, vous allumez l'eau chaude, ça vous laisse le temps de prendre le petit déjeuner et ensuite de pouvoir avoir de l'eau chaude. Concernant le frigo, nous avons un frigo trimixte, c'est-à-dire qu'il va fonctionner soit à l'électricité, soit sur le 12 volts ou soit sur le gaz. Donc la position 12 volts sur batterie, c'est uniquement prévu quand vous roulez. Électrique évidemment quand vous êtes branché sur le 220 et gaz quand il n'y a pas d'électricité. Il faut savoir que ce système fonctionne automatiquement, donc il faut le laisser sur la position automatique. Tout va se gérer automatiquement en prenant les meilleures conditions. C'est-à-dire que si vous êtes sur le gaz, vous allez brancher le 220, il va passer automatiquement en 220. Dès que vous allez vous mettre à rouler, ça va passer sur la batterie. Dès que vous arrêtez et qu'il n'y a pas le 220, il passera automatiquement sur le gaz. Tout se fait automatiquement. Donc pour allumer le frigo, on va rester appuyé sur le petit bouton on-off. Voilà. Donc là, il est en mode automatique. Je suis actuellement branché sur le 220, donc il s'est mis automatiquement sur la petite prise 220. Vous n'avez pas lieu d'y toucher ni de le modifier. Par contre, si vraiment il y a une mauvaise manip ou quoi que ce soit, on a toujours possibilité de le modifier. Donc ça, on va rester appuyé sur le bouton du milieu ici. On reste appuyé jusqu'à temps que ça clignote. Voilà. Donc là, je peux sélectionner le mode automatique. Je peux sélectionner le mode 220, le mode batterie et le mode gaz. Voilà. Donc si pour quelque raison que ce soit, le mode automatique ne veut pas se mettre, vous pouvez aller le modifier vous-même. Voilà. Donc ensuite, on va régler la puissance du frigo. Alors il faut savoir qu'un frigo à absorption ont des rendements très faibles. Quand vous avez une température de 35 degrés, il me semble, la température va commencer à augmenter sérieusement au niveau du frigo. Donc plus vous allez monter au niveau échelle ici, quand il y a vraiment des grosses chaleurs, plus ça va faire de chaleur derrière le frigo et moins il devrait fonctionner. Donc il ne faut pas, quand vous n'avez pas assez de froid dans le frigo, il ne faut pas forcément le monter au maximum. Des fois, le réduire permet de réduire la température dans le frigo. Donc là, je vais aller modifier. Donc je reste appuyé au milieu. Je sélectionne mon mode. Donc là, on reste en mode automatique. Donc j'appuie une fois au milieu. Et là, je vais pouvoir monter ou descendre en appuyant à droite ou à gauche pour sélectionner mon niveau, ma puissance. Je rappuie au milieu pour valider et voilà. Donc voilà, le frigo il est en mode automatique, il va se déclencher tout seul suivant comment il est branché. Il n'y a plus à y toucher. Donc pour le rééteindre, on va rester appuyé sur le bouton ici. Voilà, et le frigo est éteint.
Il n'y a plus de lumière dedans. Nous allons maintenant passer à la télé. Ce véhicule est équipé d'une parabole automatique. Donc on va commencer par actionner la parabole. Alors il faut bien sûr actionner le 12 volts ici. Et dans la petite niche qui est ici, nous avons le système de réglage de la parabole. Donc pour ça, on va appuyer sur le bouton on-off. On reste appuyé, les voyants s'allument et la parabole va se déclencher. Voilà. Donc là, elle va faire sa phase de recherche, sa phase de réglage. Elle va trouver tout seul le satellite. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, des arbres ou des maisons, sinon vous ne pourrez rien capter du tout. Voilà, donc après une petite minute, la parabole s'est stabilisée, elle est sur le satellite. On va voir maintenant l'intérieur du véhicule. Donc pour sortir la télé, on va donc faire attention, on va enlever la télécommande pour pas qu'elle tombe. On va appuyer sur la petite languette qui se trouve ici. Là. On appuie et on tire. Voilà. On peut, si on veut tourner la télé, on va soulever au-dessus là pour pouvoir tourner la télé. Voilà, délicatement. Alors bien sûr, hein, toujours le 12 volts est allumé. On va allumer la télé, bouton marche arrêt de la télé. Alors il peut arriver que la télé, que la carte TNT vous mette comme quoi vous n'avez pas le droit aux chaînes. Continue. Qu'est-ce que tes parents font dans la vie? Il peut arriver que la carte, que ça dise que vous n'avez pas le droit aux chaînes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester sur la 2 normalement. Alors ça peut durer de quelques minutes à une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, ça va venir tout seul en fait. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas tout de suite la télé, c'est quelqu'un peut-être à modifier les paramètres. Donc là, vous allez appuyer sur le petit bouton en haut pour choisir la source de la télé. Et donc, il va falloir se mettre sur TV. Voilà. Donc maintenant, on va éteindre la télé et ranger la parabole. Donc, j'éteins la télé. Voilà. Je vais ouvrir. Et là, ici, je vais rester appuyé jusqu'à temps que les voyants clignotent. Voilà. La parabole se tourne. Et va se plier. Donc faites bien attention que la parabole soit bien pliée avant de partir avec le véhicule. Ne jamais rouler avec la parabole ouverte évidemment. Donc concernant la parabole, le véhicule est équipé d'une sécurité qui va refermer la parabole quand on va démarrer. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas oublier de le refermer. Refermer la parabole la nuit, puisque s'il y a beaucoup de vent, ça risque de la plier. Donc dès que vous ne servez plus de la télé, il faut replier la parabole.
Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a un bip qui indique comme quoi la parabole n'est pas pliée. Donc là, pour le moment, elle est en train de se plier et attendre la fin du bip pour pouvoir partir. Concernant l'ouverture et la fermeture des baies, donc celles-ci, elles ont un système automatique. Voilà, avec des vérins. Donc pour pouvoir les fermer, on vient tirer sur la manette et on va le tourner jusqu'à temps qu'on entend un petit clip. Voilà. Maintenant pour les ouvrir, on a un petit bouton à appuyer au milieu. Donc il faut appuyer sur le bouton et tourner. On appuie, on tourne, on appuie, on tourne. Voilà. Concernant les stores d'occultation de la cabine, ce sont des stores plissés qui sont en carton et c'est très fragile. Il va donc y avoir besoin d'avoir une vigilance très particulière sur la fermeture de ces stores. Absolument éviter que les enfants y touchent ou s'amusent avec parce que c'est très fragile. Donc pour ça, on va devoir enlever le GPS. On a deux petits crans à appuyer ici. Et ensuite, on va emmener délicatement, faire suivre le système en haut et en bas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très fragile. Donc jusqu'en haut, voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Faire suivre en haut et en bas. Pas tirer comme des malades. Et le système fonctionne avec un aimant au milieu. Voilà. Donc pour le replier, pareil, on y va délicatement, en haut, en bas, et on vient le clipser sur les bords. On va avoir exactement le même système sur les portes de côté. Avec un aimant au bout. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très fragile et c'est du carton. Donc pour ouvrir les lanterneaux, alors on va appuyer sur la petite molette, sur la petite sécurité qui est ici. Ensuite on prend la barre et on va venir la faire glisser tout le long ici. Ensuite il y a une petite position intermédiaire, donc cette position intermédiaire on va venir se mettre là. De chaque côté il y a des petits loquets à monter. Voilà ici, voilà ici. On les referme. Et on les referme. Donc c'est important de bien mettre ces petits loquets, parce que si on ne met pas les loquets et qu'il y a un coup de vent, le lanterneau il s'ouvre tout seul et il va s'arracher. Donc bien attention, faire bien attention. Quand il y a trop de vent, évidemment on les ferme. Quand vous partez à la plage ou quelque chose comme ça, vous les mettez au minimum. Si vous les laissez un petit peu ouverts, par contre laissez-les pas plein ouverts, parce que s'il se met à pleuvoir et que vous n'êtes pas dans le camping-car, ça va inonder le camping-car. Voilà, donc maintenant pour le refermer, je l'emmène jusqu'au bout, je remonte jusqu'au loquet. Voilà, il est fermé. Alors surtout au niveau des occultations, donc ici on va avoir une moustiquaire. Donc là voilà, on est sécurisé pour les moustiques. En plein été, surtout, ne fermez jamais à 100% l'occultation. Dès qu'il y a du soleil, vous le laissez à peu près à
à cette distance-là, parce que sinon ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir trop de chaleur et ça va détériorer le lanterneau. Lanterneau de la douche, donc on va prendre les deux petites poignées ici qu'on va presser, on va pousser un côté et l'autre, et voilà. Donc là il est ouvert. Donc pensez à bien ouvrir votre lanterneau dès que vous prenez une douche, afin que la buée puisse s'échapper et pas rester dans le véhicule. La même chose concernant les occultations, toujours laisser un petit peu ouvert en plein soleil. Le lanterneau au niveau de la chambre, c'est une petite sécurité appuyée, et là par contre il n'y a pas de système de sécurité. On va venir l'ouvrir en grand, le mettre dans les petits loquets. Voilà, plusieurs positions différentes. Et pour le refermer, on vient bien mettre jusqu'au bout là. Au niveau du lanterneau avant, donc on a une moustiquaire. Et on va avoir un store d'occultation. Voilà, donc exactement la même chose. En plein été, on ne l'occulte pas à fond, environ aux 2/3, pour éviter tout problème de déformation du lanterneau. Pour ouvrir le lanterneau, on va ouvrir les petits loquets, donc il y a un petit bouton à appuyer au milieu, ensuite on tourne la petite molette, la même chose de l'autre côté, voilà, et ensuite on va venir ouvrir avec la manivelle. Voilà, on est au maximum, on fait attention de ne pas forcer. On a la possibilité de faire pivoter les sièges. Donc pour faire pivoter les sièges, on va avancer au maximum le siège, donc avec la petite manette qui est en bas. Voilà. Et ensuite pour faire pivoter, il y a une deuxième manette un peu plus haut, où là en fin de compte il faut tirer dessus, voilà, en pivot, comme ça. Donc j'avance le siège, je prends la manette au-dessus et je vais faire tourner le siège. On fait bien attention à ce que le siège ne vienne pas buter ici, au niveau des montants. Alors évidemment c'est plus simple. Concernant l'ouverture des tiroirs, il ne faut pas tirer dessus, il faut appuyer sur le bouton et ça s'ouvre. Voilà, donc pour le refermer, et on appuie et c'est fermé. Pour les placards, on a un petit bouton à appuyer au-dessus là, donc là il ne faut pas tirer, on appuie et on peut soulever pour ouvrir. Pensez à bien vérifier la fermeture des placards et des tiroirs avant de partir, parce que sinon en roulant ça s'ouvre. Encore une fois je reparle parce que c'est très important, on n'oublie pas la fermeture des lanterneaux et des vitres, et on fait attention à la parabole, qu'elle soit bien repliée avant de partir. Au niveau de la salle de bain, alors avant de partir, pensez à bien verrouiller les portes. Voilà, donc on pense à bien verrouiller les portes. Et une chose très importante, on ne laisse pas des objets qui pourraient tomber dans la cuve, dans le bac. On va enlever le pommeau de douche et le mettre au sol. Voilà.
Et bien sûr, on va... Voilà, donc là le véhicule il est prêt à partir au niveau de la salle de bain. Il n'y a aucun souci. Au niveau de l'éclairage de la salle de bain, vous avez l'interrupteur qui va se situer à cet endroit-là. Voilà. L'éclairage au niveau de... Donc dans la partie toilette et lavabo, etc. Exactement la même chose. On ne laisse pas des objets prêts à tomber. Au niveau éclairage, on a ici. Et au niveau éclairage pour la chambre, ça va être cet autre interrupteur qui va être ici. À propos des toilettes, donc l'utilisation en camping-car c'est un peu plus délicat, un peu plus voilà, c'est pas les toilettes à la maison. Donc voici moi ce que je vous conseille de faire. Déjà entrouvrir. Donc là ici on a une manette, donc la manette de la chasse pour ouvrir la trappe. Voilà. Donc c'est d'ailleurs par ici que je vous conseille de vérifier si votre caissette est pleine ou pas. Donc moi la trappe on l'entrouve juste de quoi à ce que les liquides puissent descendre facilement. On va mettre un petit peu de papier dans le fond de la cuvette pour éviter de trop salir, parce qu'en camping-car c'est pas forcément agréable. On va faire ses besoins. Une fois qu'on a fait ses besoins, on va refermer la trappe. On va avoir la chasse d'eau qui se trouve ici. Donc on enclenche la chasse d'eau. On remplit un petit peu le fond de la cuvette. Et on va ouvrir un coup la trappe pour que tout coule. Après chaque vidange de la caissette, on va verser un peu de produit dans le fond de la cuvette des toilettes pour que ça puisse se désagréger beaucoup plus facilement et avoir une meilleure odeur évidemment au niveau de la caissette. Donc pensez à bien refermer la trappe pour éviter d'avoir des remontées d'odeur. Si vraiment vous ressentez des odeurs assez désagréables en roulant, vous pouvez éventuellement fermer au niveau des évacuations de la douche et des éviers, vous fermez les bondes pour éviter qu'il y ait des remontées d'odeur par les bondes. Donc on va descendre toute la partie lit cabine. Alors on va faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui puisse poser un problème, que ce soit un obstacle à la descente du lit. Donc on fait bien attention qu'il n'y ait rien de posé ici et rien posé de l'autre côté. Donc ici on a un interrupteur, montée descente du lit. Alors comme on peut le voir sur cette étiquette là, bien attention, on ne fait pas la cuisine pendant que le lit il est baissé. Donc on va appuyer sur le petit bouton en bas, ça va faire descendre rapidement le lit, on fait attention et on descend progressivement en faisant attention que rien n'obstrue la descente. Voilà, donc le lit vient de s'arrêter. Le lit a sa descente maximum. Vous avez ici éventuellement un rideau si vous avez besoin. Vous avez possibilité, enfin de toute façon vous n'avez pas trop le choix pour pouvoir monter, de mettre une échelle ici. Vous allez fixer une échelle ici à cet endroit là pour pouvoir monter dans le lit. Voilà, donc là pour le remonter, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de choses, que tout soit bien à plat, le niveau des couettes, etc. On met tout bien à plat pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Au niveau des têtes d'oreiller, on fait attention que ça ne se prenne pas dans les sangles qui sont ici. Voilà, et on va remonter tout doucement le lit. Voilà, donc comme on peut le voir, le lit vient bien contre le plafond, donc faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Alors vous pouvez éventuellement le redescendre un petit peu
pour pas que ça monte complètement en butée si vous avez trop d'épaisseur. Mais évitez d'avoir trop d'épaisseur pour pouvoir le monter correctement. Le véhicule est équipé d'un lit qui peut se monter ou descendre. Donc pour pouvoir monter ou descendre le lit, on va accéder à la manette dans la soute. Voilà, donc tout simplement on va prendre la manette et on va monter ou descendre. Donc la remontée est beaucoup plus difficile. Voilà, on va monter ou descendre le lit avec cette manette là. Sur ce véhicule, on a la possibilité de modifier les sièges arrière en sièges route. Donc ce qui serait souhaitable pour éviter d'avoir que ça prenne trop de place dans la soute, c'est de prévenir avant le nombre de personnes, le nombre de passagers que vous aurez, et ainsi on mettra uniquement le strict nécessaire dans le véhicule afin de ne pas encombrer. Puisque vous allez le voir, quand on va modifier la position, on va avoir des coussins qui vont être en plus, donc il faudra être stocké quelque part. Voilà. Donc pour cela, on va donc enlever le dossier, l'assise. Ensuite, ici, il y a une manette. Donc on va tirer la manette. On va régler le dossier. On fait attention de ne pas le tirer trop en arrière pour éviter de forcer sur le bois qui est ici. Et libérer aussi la ceinture. Voilà. Donc là on voit la ceinture elle fonctionne. Ensuite on va prendre ce coussin là. Avec la petite partie ici pour faire le passage de ceinture, donc à droite. On positionne. Et l'assise qu'on va positionner comme cela. Voilà. Et ensuite on va prendre la tête qu'on met dans les deux trous et qu'on enfonce. Voilà. Donc nous allons passer à la partie gauche du véhicule. Donc comme vous allez le voir, le coussin est beaucoup plus grand et beaucoup plus encombrant. Alors on va donc enlever les dossiers. Et l'assise. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grosse partie à stocker dans le véhicule. Ensuite, la même chose, vous avez une manette sur le côté pour pouvoir monter le dossier. Donc pareil que de l'autre côté, on ne met pas à fond le dossier pour éviter que ça vienne forcer derrière et abîmer le siège. Voilà. On s'assure que la ceinture n'est pas bloquée. Donc là, on va prendre le coussin de gauche et le dossier. Voilà. Et donc la tête, évidemment, la même chose que de l'autre côté. Voilà pour la tête. Donc on va... Ils sont assez durs à enlever, hein, mais il ne faut pas hésiter à tirer pour les sortir. On replace la ceinture dans le petit trou.
de dossier. Et voilà. Concernant la fermeture du véhicule, il est équipé d'une télécommande où on peut fermer uniquement, enfin où on peut fermer le porteur, le véhicule, avec le bouton du milieu, et ensuite le bouton en haut pour pouvoir l'ouvrir. Donc là on ouvre uniquement, ça concerne uniquement les portes avant. Le véhicule n'est pas équipé d'une fermeture centralisée au niveau de la cellule. Alors pour fermer le véhicule, on va tout simplement claquer la porte et on va tout simplement remonter le loquet. Et là, le véhicule est fermé. On ne peut pas rentrer dans le véhicule de par l'extérieur. Voilà. Pour la fermeture, quand on s'en va et quand on part du véhicule, tout simplement, on claque. On va utiliser la clé. Donc un coup à droite pour fermer, voilà, le véhicule est fermé. Sur la table, on a possibilité de régler la table. Donc ici, vous avez une manette. Donc on va appuyer sur la manette et là, on va pouvoir régler la table comme on le souhaite. On va pouvoir régler la table comme on le souhaite. Voilà. Alors je vous présente quelques applications bien utiles en camping-car. Nous allons donc tout d'abord commencer par Park4Night. Donc c'est une application qui va vous permettre de trouver beaucoup d'endroits où stationner, que ce soit gratuitement ou payant, les campings, ou tout ce qu'il peut y avoir. Donc là, en ouvrant, on a donc la possibilité en bas à gauche de trouver tout ce qu'il peut y avoir autour de nous en fait. Voilà. On peut aller tout en haut à droite dans les filtres pour sélectionner tout un tas de filtres comme par exemple les aires de CC gratuits, payants, privés, etc. Alors une partie est donc l'application elle est gratuite mais une partie peut être payant. Donc à vous de voir hein, si vous voulez payer ou pas une partie de ces options. Donc on peut faire une recherche autour d'un lieu, par exemple si je mets autour d'un lieu et je vais mettre Loches. Et là ça va me trouver toutes les aires qui peuvent se situer à Loches. Donc par exemple le petit parking là, voilà. En cliquant dessus, eh bien ça va nous donner des informations sur cette aire. Avec les commentaires la concernant. Voilà, donc pour ce qui est de Park4Night, une très bonne application qui référence beaucoup d'aires de stationnement. On va maintenant passer à une application dédiée au réglage de paraboles. Donc on va se localiser, voilà. Choix du satellite et là on va choisir Hotbird. Étape suivante. Donc là ça donne évidemment les informations mais il n'y en a pas besoin puisque là c'est une parabole automatique, mais cette application va vous permettre en fin de compte de savoir si vous êtes garé, stationné à côté d'un arbre par exemple,
et si ça va cacher la réception de la parabole. Voilà, et je vais donc commencer. Et là, comme on peut voir, voilà, donc là ça me capte le satellite. Donc si je suis stationné là où je suis actuellement, en fait c'est pas parce qu'il y a un arbre à côté que ça va me couper la réception. Donc je peux me stationner à cet endroit là sans avoir de problème et de perturbation. Alors une application qui sert à voir la position du soleil, qui peut être intéressant quand on veut se stationner et éviter d'avoir le soleil qui tape trop fort sur les grilles du frigo. Alors voilà, on lance l'application. En haut à gauche sur les petites barres de menu et ensuite SendPath. Voilà. Et là en réalité virtuelle, on va pouvoir avoir la position du soleil. Donc actuellement il est 14h14 et comme on peut voir, ça correspond à peu près à quelque chose près. Voilà, donc maintenant on a un aperçu du mouvement du soleil. Voilà. Et pour finir, nous avons l'application Google Maps qui peut donner pas mal d'informations lorsqu'on prépare son voyage. Là, par exemple, sur l'aire de Loches, on peut voir que l'aire est vraiment à côté des rails du train. Voilà, on peut voir la taille de l'aire. Et puis, évidemment, on peut aussi faire un Street View. Pour voir si vraiment l'air est agréable ou pas. Et puis vérifier évidemment les accès, si c'est des accès faciles ou non. Ce qui est intéressant sur l'aire aussi de Loches, par exemple, c'est qu'on voit qu'il y a l'Indre qui passe tout juste à côté, ce qui peut être très agréable pour les pêcheurs. Voilà concernant les applications que j'utilise le plus pour le camping-car. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo dans une clé USB qui sera fournie dans le véhicule. Donc si vous avez pu accéder à Internet pour pouvoir accéder à cette vidéo, il faudra donc prendre la clé USB et l'insérer dans la petite prise USB qui se trouve derrière la télé. Voilà, donc évidemment cette clé USB pourra servir aussi ici. Enfin, la prise USB pourra servir si vous avez besoin d'emmener des vidéos sur une clé USB, pourquoi pas. Voilà, donc on va allumer la télé. Et sur la télécommande, vers le bas, on va avoir un petit sigle d'une... voilà, ce petit sigle là. On va essayer de faire un focus au plus près. Qui représente donc une note de musique. Un appareil photo et puis, enfin voilà, celui-ci. Donc on appuie dessus. Voilà, et donc là on va pouvoir sélectionner avec les flèches de la télécommande. Droite, gauche. On va aller sur vidéo. Et on fait OK au milieu sur la télécommande. Alors ici on va retrouver toute la liste des fichiers vidéo qui seront nommés par chaque section de vidéo. Ensuite il faudra naviguer tout simplement avec les flèches du haut et du bas et faire
OK pour pouvoir lancer la vidéo. Voilà. Pour pouvoir éteindre la vidéo, on va faire stop en bas. On va faire exit. Voilà. Et là, on est reparti sur la télé normalement.